Ok. Super. Ok, Sandrine, merci d'être là. Avec joie. Et comme, ben, voilà, comme j'ai envie de dire, pour commencer cet échange de cœur à cœur, euh, est-ce que tu voudrais nous en dire plus, justement, déjà sur... j'ai envie qu'on rentre au cœur du sujet, en fait. Au cœur de l'artiste. Et moi, ce que j'aime commencer, en fait, c'est par le côté, on va dire, la transformation. J'appelle ça un peu l'antre du dragon, tu vois. Donc, qu'est-ce qui, pour toi, on sait quelque part que c'est une histoire d'engagement, là, côté artiste. Où est-ce que tout a commencé, en fait? Où est-ce que, pour toi, tu t'es dit, OK, là, je peux pas faire autrement. Je dois m'engager à fond dans mon art. Et comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu? On veut voyager avec toi. Je mets juste mon micro en pause et je vais prendre le casque. Je te laisse commencer d'ici. Alors, vous m'entendez tous bien? C'est ok? Bon. En fait, moi, j'ai eu il y a à peu près en 2001 un accident de voiture où j'ai carrément fait un gros vol plané dans la vie qui m'a amené à un portail, en fait, un portail entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Et à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience euh, qu'il fallait vraiment que je devienne moi-même, mais profondément, sincèrement et sans détour. Et donc à ce moment-là, évidemment, ça s'est pas passé du jour au lendemain, mais j'ai fait des pas vers qui je suis en fait, plus précisément, c'est-à-dire que j'ai enlevé toutes les barrières une à une. Déjà la peur de me lancer et la peur de manquer. Et quand je suis arrivée dans le sud-ouest en 2005, j'ai décidé de vivre de ma peinture à plein temps. Donc, je faisais d'autres métiers en parallèle et j'ai dit, ben non, je ne vais pas faire ce métier d'artiste à mi-temps, je vais le faire à plein temps. Et j'avais une petite voix, c'est drôle parce que je me rappelle de ce moment qui me disait, t'es sûr, tu veux pas prendre un boulot à mi-temps pour avoir un peu plus de sous au cas où. Puis en fait, il y avait une petite voix qui me disait, mais non, tu vas à fond dans la peinture parce que c'est un engagement. L'art, pour moi, c'est un engagement. Et à ce moment-là, quand j'ai pris la décision, j'ai senti comme une chape qui tombait de mes épaules, comme s'il y avait une expansion de mon être. Et voilà, donc j'ai commencé l'aventure en 2005. On est en 2020, donc ça fait maintenant une quinzaine d'années et je suis vraiment heureuse. Et je ne regrette pas mon choix. Franchement, c'est une belle aventure que d'être soi-même, malgré toutes les résistances qu'il y a à l'extérieur, les croyances limitantes qu'il y a autour de l'artiste. Parce que j'en ai entendu hein, des croyances limitantes, mais quelque part, il y avait une petite voix en moi qui me disait continue, t'es à ta place. Ok, super. Voilà. Et ta place d'artiste, euh, j'aimerais juste qu'on, dans ces différentes projections, en fait, tu partages en fait ta place d'artiste déjà au sein de ta famille, c'est-à-dire, tu vois, par rapport à tes proches, c'est-à-dire au moment où tu as décidé, Mhm. quelle a été justement, euh, comment ont réagi ta famille et comment toi-même tu as pu prendre encore mieux ta place en fait. Comment tu as pu communiquer ça de sorte que ce soit ancré, d'une part depuis ta famille, et également d'une part depuis que ce soit peut-être soit ton compagnon ou ta relation plutôt amoureuse, tu vois, plutôt personnelle, et puis c'est un peu comme si ton art c'est ton engagement, mais naturellement ça impacte la première personne qui est autour de toi, c'est peut-être ton proche. Après, ça impacte ta famille parce qu'ils t'entendent dire que tu fais plus un job comme normal. Après, tu vois, ça s'élargit. Comment tu as géré en fait ça, cette propagation de ton cœur, de ton art, qui prend sa place, qui s'instaure comme ça? Alors, il faut dire que ma famille déjà avait mis des réticences quant au fait que j'avais divorcé, que j'avais changé déjà de cap,
par rapport à des croyances de la famille, que je sortais des clous. Donc là, quelque part, j'avais déjà amorcé des changements. Et en fait, bah, je leur ai dit tout simplement que j'allais me lancer dans la peinture à plein temps. Évidemment, j'ai entendu des choses, mais les artistes, ça devient, ça ne peut pas gagner sa vie de son vivant. Tous les grands artistes célèbres ont commencé à gagner de l'argent une fois qu'ils étaient morts, etc. Mais je ne peux pas dire comment ça s'est passé dans le verbe, mais en tout cas, moi, je me suis posée vraiment en mon âme et conscience et je leur ai dit que de toute façon, c'était comme ça. Et c'est vrai que le fait que j'avais finalement frôlé la mort, ça m'a donné une énorme force intérieure qui a fait que j'ai dit les choses. Voilà. Après, mon proche, mes enfants, eux, évidemment, ils étaient contents pour moi parce que les enfants, déjà, ils ont une espèce de joie intérieure, ils ont une confiance. C'est la vie après qui leur met un peu des barrières, mais à l'époque où je leur ai dit, ils étaient contents. Ils disaient, mais maman, vas-y, quoi. Et puis, mon compagnon, lui, a été le premier à poser un regard bienveillant sur mon art, ça, j'avoue que c'est vraiment important. C'est d'être accompagné de quelqu'un qui croit dans ce que tu fais. Hmm. Au-delà de t'aimer, une des clés, finalement, c'est d'être avec quelqu'un qui croit dans ce que tu fais, qui te juge pas dans qui tu es, dans ce que tu fais. Voilà. Mon compagnon, je l'ai rencontré la veille de ma première expo de peinture. Et il est venu voir mon expo, et ça a été un déclic aussi. Voilà. Tout s'est mis Ok, en place, en fait, en même temps, quelque part. d'accord. Euh, Juste avant, on a une question de Nadia qui est là plus dans le côté peinture propre, dans l'acte, Ouais, on va dire, dans les ouais. sensations. Euh, Juste au niveau justement de ce shift, là, tu as porté un mot pour moi qui est intéressant, qui est les synchronicités en fait. C'est-à-dire que ça a commencé à se mettre en place, comme si tu affirmes ton être, tu poses ta lumière, et puis pouf, il y a quelque chose que tu ressens. Comment ça, pour toi, on va dire, comment justement, je rejoins également Nadia dans les sensations avec les synchronicités, comment tu communiques, comment tu sais que c'est une bonne décision? Comment tu sais que c'est un signe? Comment ça se traduit concrètement? Est-ce que tu arrives à le Alors, décrire toi-même? très bonne question, Maxime. C'est bien aussi de parler des faits concrets dans la matière, on va dire. Bah, le moment où j'ai fait ma première expo, déjà j'ai vendu des tableaux. La première expo, j'ai vendu. Voilà. Déjà, j'ai vendu plus deux, trois toiles. Donc, je me suis dit, waouh, déjà, il y a des gens Alors que j'avais un travail en parallèle, hein, tu vois. Donc, il y a des gens qui achètent mon travail, qui disent, ah, on aime bien ce que vous faites. Voilà. Et puis, la deuxième expo que je fais, c'était c'était 15 jours avant que je déménage dans le sud-ouest. Eh bien, j'ai vendu le nombre de toiles qu'il fallait pour me payer mon déménagement. Donc ça, c'était une autre synchronicité. C'est-à-dire que vraiment, il me fallait en gros 5 000 € pour déménager. Je fais cette expo en me disant, ça va clôturer mon passage ici dans la région parisienne. Et puis c'est une manière aussi de montrer ce que je fais aujourd'hui, parce qu'avant, je travaillais dans des petits boulots qui ne me convenaient pas du tout. Et là, j'ai vendu pour exactement le montant de mon déménagement. Donc ça, c'était une synchronicité. Tu viens de le dire, synchronicité, c'était un signe qu'il y avait quelque chose qui s'alignait, quoi, qui était juste. Ok. Et donc, pour revenir dans la question de Nadia, la peinture avant et après le déclic, quelles sont les différences au niveau des sensations? Là, on rentre vraiment au cœur de l'artiste dans sa pratique. Alors, au niveau des sensations, je dirais que quand je peignais avant en dilettante, je peignais, mais je me disais finalement à quoi bon. Et puis, quand j'ai commencé à me dire, là, ça y est, j'y suis, je me lance à plein temps, ben, j'ai senti la joie, en fait. J'ai senti de la joie.
Ça Hmm. vibrait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me mettais à peindre, je ressentais de la... D'ailleurs, je ne devrais pas dire je ressentais, je ressens à chaque fois que je peins, je ressens une joie profonde, un alignement, quelque chose qui est évident. Voilà, je me sens super bien. Il n'y a plus de notion de temps, d'espace, ça coule de source. Ok. Je ne sais pas si ça répond bien à la question de Nadia, mais c'est euh, c'est vraiment une sensation de bien-être, de quelque chose qui coule, quoi, ça me fait plaisir, ça me rend heureuse, voilà, ça me rend heureuse. D'accord. Et si on revient peut-être là pour affiner encore plus le côté sensation avant-après, est-ce que déjà, toi-même, tu arrives à te souvenir peut-être, te souvenir justement à l'époque où c'était encore, Un c'est-à-dire balbutiement, secondaire, tu vois? ouais. C'est-à-dire ton art, il est secondaire au niveau comment Euh, tu abordes ta peinture, comment tu approches ton art, et au stade où là, tu viens de nous décrire ce que je ressens, c'est le côté où tu es, voilà, c'est cette communion, quoi. T'es après, tu l'incarnes, tu prends ta place avec ton art. Mais quel est le shift? Et c'est pas facile à répondre, vu que c'est quelque chose que tu fais inconsciemment, je suis conscient. Est-ce que tu arrives à donner alors quelques ressentis surtout, là-dessus? surtout que ça fait très longtemps en fait que j'ai un peu oublié cette période, mais je dois dire qu'à l'époque où j'étais pas encore pleinement moi-même, je dessinais comme ça occasionnellement, mais je me disais, bon, personne va reconnaître ça, personne va aller regarder ça n'intéresse personne. Donc Hmm, je le faisais parce que j'ai toujours aimé dessiner depuis toute petite, hein, depuis la maternelle. Au fond, nos talents, on les a depuis l'enfance. Mais il y avait quelque chose qui me disait à quoi bon. Et je me compare, ah oui, il y a quelque chose qui me revient, je me comparais tout le temps aux autres. Donc je voyais des grands peintres, je me disais, mais jamais je pourrais être comme eux. C'est trop difficile, c'est trop inaccessible. Et au hmm. moment où j'ai pris conscience que j'avais ma place là-dedans, dans mon art, là, j'ai commencé à voir les choses différemment. Parce qu'en plus, mon compagnon, il a coaché des sportifs de haut niveau et il me disait toujours, mais Sandrine, quand on a du talent, il faut vraiment croire dans ce qu'on fait. Si tu y crois pas, personne n'y croira. Donc j'ai commencé à faire confiance, non pas parce que les autres me disaient c'est bien, mais parce que moi, déjà, j'avais commencé à travailler sur moi. Déjà, je travaillais sur moi déjà depuis pas mal d'années et je commençais à reprendre confiance en moi, sur le fait que j'étais quelqu'un qui avait des choses à dire, que j'avais des choses à faire. Je n'étais pas là par hasard. Et puis, cette vie qui avait failli être fauchée, bah, j'étais là. Donc, c'est que j'avais une deuxième chance. Donc, il ne fallait pas que je la rate, cette chance. Ça aussi, ça a joué dans le fait que j'ai franchi un peu les obstacles. Euh, tu vois, j'ai franchi les obstacles. De la D'accord. peur, de la peur de réussir, en fait. De la... Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont peur de réussir. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort, moyenne, médiocrité, ou non, c'est nul ce que je fais, que de reconnaître. Alors évidemment, avant de faire des tableaux qui ont une certaine force et qui ont une certaine puissance, il faut du travail. Hein. Ça ne se fait pas comme ça en un jour. C'est beaucoup de travail. Mais une fois que tu es lancé, que tu commences à avoir confiance dans ce que tu fais, c'est bien. C'est pas une histoire d'être beau, mais c'est que déjà, ça te rend heureux. Déjà, tu commences à gagner un peu plus de confiance. Hmm. Et puis, à mesure, tu rencontres des gens qui portent un regard sur ton art. Et je me souviens d'une amie à l'époque qui m'avait dit, c'est une artiste, hein, elle est chanteuse, m'avait dit, mais Sandrine, quand est-ce que tu vas t'exposer? S'exposer, c'est-à-dire exposer son travail, c'est s'exposer. Tu te mets à poil devant les autres. Toi, tu Hmm. sais ce que c'est, Maxime, parce que tu as fait de la scène.
tu t'exposes. Et là, j'ai dit, bon, bah vas-y, expose-toi. De quoi tu as peur? De toute façon, les gens qui n'aiment pas, bah, ils détourneront le regard. Mais il y aura forcément des gens qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Mais la première des choses qu'on doit comprendre, c'est que l'artiste doit d'abord se porter un regard d'amour sur lui et un regard de bienveillance sur lui-même. Si lui, l'artiste, il ne fait pas ça vis-à-vis de lui, personne ne le fera vis-à-vis de lui. Enfin, moi, je ne crois pas du tout à l'art, à l'artiste maudit qui se dénigre, voilà, je ne crois pas à ça. Moi, je crois que l'artiste doit déjà s'aimer lui-même. Mais s'aimer d'un amour bienveillant. C'est pas de l'ego nombriliste, je suis le meilleur, c'est pas ça. C'est je suis quelqu'un, j'ai des choses à dire, et allons-y, osons. J'ai une phrase que j'aime bien, c'est croire et oser. Voilà, croire et oser. Ok, super. Merci pour ce beau partage. Mhm. Euh, ça me, ça m'amène en fait à aller vraiment maintenant un peu plus au cœur du cœur, parce que je pense que même moi en tant qu'artiste, c'est quelque chose que je nourris, que parfois je perds, que ça revient. Mais là, j'aimerais que tu nous partages en fait ta relation, ce qui est quelque chose d'intime, ta relation avec le Créateur. Mhm. C'est-à-dire cette relation-là que tu as en toi, cette connexion. Et si tu te sens OK de partager, on va dire plutôt là des choses concrètes, c'est-à-dire des choses qui font partie, on va dire, de tes habitudes, mais qui t'aident à, à entretenir ce lien, à garder peut-être la bonne posture également, dans ton positionnement, je sais pas, dans cette relation-là déjà. Déjà, comment tu la décrirais et quelles sont ces pratiques qui t'aident? Quelles sont ces choses que tu fais qui t'aident à entretenir une relation avec le Créateur qui soit en fait Mhm. inspirante pour toi chaque jour, dans laquelle tu te sens confiante et que tu sens que tu peux continuer encore et encore à créer, quoi. Bah, merci de me poser cette question, Maxime, parce que je trouve qu'elle est essentielle dans mon art et dans ce que je vois dans l'artiste. Quand je suis sensible à un artiste, en général, je ressens cette connexion au divin. Euh, en fait, moi, il y a plusieurs choses qui me relient au divin et à la création, on va dire, au créateur. C'est la nature et puis mon esprit supérieur. C'est-à-dire, bon, j'ai une connexion spirituelle assez facile hein, depuis toute petite aussi, mais je l'ai développée parce que c'est pareil, ça, c'est des choses qu'on a en soi et qui sont après un petit peu éteintes par différentes croyances, par l'éducation, l'environnement, etc. Mais au fort de toutes ces expériences de vie où j'ai vécu des choses difficiles, j'ai appris à mieux me poser, à m'écouter dans mon être intérieur, dans mon être-té. Alors déjà par la méditation. La méditation, c'est très important pour moi parce que c'est un rituel quotidien qui me permet de me recentrer. Euh, il y a la marche dans la nature. J'ai la chance d'habiter au Pays Basque, donc il y a la montagne, la mer. Je me connecte aux éléments et je me laisse beaucoup inspirer de la nature dans ma peinture qui est abstraite, mais qui est nourrie de toutes ces lumières, de toutes ces couleurs, de toute cette beauté qu'il y a autour de moi. Et au fond, ce que j'ai senti aussi quand j'ai eu cette expérience, on va dire, de limite à aller de l'autre côté, j'ai senti qu'il y avait une lumière très forte qui arrivait et qui me disait, enfin, c'est comme si je ressentais le besoin d'exprimer une lumière qui est venue comme ça et qui, c'est quelque chose que j'ai ressenti, que je voyais dans des rêves, que je voyais dans des paysages et je me dis, mais en fait, je vais essayer de transmettre ça. Et à mesure que je me connecte à la source, parce que le travail, il est évolutif, hein, sur 15 ans, il y a une évolution, j'ai vu la lumière devenir de plus en plus puissante. Et je crois que en fait,
humains que nous sommes comme un canal, comme un tuyau, on va dire vulgairement. Et si on laisse cette source couler en nous, bah, elle va émettre à travers nous. On va être un instrument finalement. On va être un instrument du divin. Pour ça, évidemment, il faut que les tuyaux soient propres. Donc, ça demande beaucoup de conscience, beaucoup de présence à soi, parce qu'il y a des jours où je ne le sens pas, il y a des jours où j'ai le blues, où je me dis, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde? Il ne faut pas croire que c'est tout le temps lumineux. Parfois, il y a mes zones d'ombre qui me rattrapent. Mais j'ai la capacité, avec cet outil de méditation, de connexion à la source, la foi finalement, de me remettre dans cet essentiel, de revenir au centre, de revenir à l'intérieur pour rééquilibrer tout ça. Et puis il y a une deuxième chose que j'ai faite aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai pratiqué le Qigong euh, Mhm. avec un ami qui est acupuncteur, qui m'a formée. Donc j'ai découvert aussi le Tao. Donc tout ça, ça m'a amené à découvrir l'énergie. Donc en fait, à faire le lien entre l'énergie de la source et mon corps. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était dissocié. Et en fait, c'est pas du tout dissocié, puisqu'on est, on est des émetteurs. On est des émetteurs d'énergie. Tout est énergie. Donc ce que je peins, c'est un bout d'énergie de la source, mais qui passe par moi. Et si moi, je Mhm. n'aimais pas cette énergie, ben, ça ne va pas se traduire dans... Enfin, la toile ne fait que traduire que ce qui se passe dans mon intériorité, mais aussi dans ce qu'il y a autour, dans l'univers. Parce qu'on est relié à l'univers, on est relié au tout, au grand tout, si je puis dire. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Hein. Si tu me dis si c'était clair. Oui, non, c'est clair. Après, bon, moi, tu me connais, je suis quelqu'un d'honnête. J'aime, j'aime dire les choses. J'ai envie que tu rentres encore plus. Et je sais que c'est dur. Parce que je Mhm. sais que c'est ça qui est dur, en fait. Même moi-même, au stade d'évolution où je suis, c'est dur de, quand tu es avec un autre artiste et Ouais. que tu veux l'aider, tu vois, clac, à sentir ça en lui, que tu nous dises un peu plus vraiment là dans la pratique, que ce soit dans ta méditation, si c'est OK pour toi, Oui. partager quelle méditation, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Donc voir qu'est-ce qui marche pour toi, on est conscient que c'est propre à toi, mais vraiment ces choses qui sont concrètes, donc la marche, j'ai bien compris également le côté marche, tu vois, mais quelles sont ces choses, en commençant par la méditation, donc quelle pratique tu fais déjà Ok. pour Alors, t'aligner? en fait, comme méditation, moi, je pratique la respiration de pleine conscience. Ok. Déjà, c'est très important de bien respirer. Ensuite, je travaille aussi sur les chakras. Je travaille sur l'énergétique globale du corps et de l'esprit, c'est-à-dire Ok. avec le Qigong, j'ai appris à connaître les circuits énergétiques qui passent par ton corps et pour voir comment ça circule, justement en étant les deux pieds sur la terre et à sentir l'énergie qui circule ou qui circule pas. Donc quand je sens que ça circule pas, bah, je me réancre, hein, ou je vais m'asseoir au pied d'un arbre, parce que les arbres sont des très forts émetteurs d'énergie. Euh, et après, comme méditation, bon, bah, on en a parlé récemment, il y a la connexion au cœur, la syntonisation du cœur que tu pratiques, qui est super puissante et qui permet de tout transmuter en fait. C'est-à-dire toutes les inquiétudes, les soucis, etc. Et on le met dans le cœur et le cœur, en fait, il va dissoudre tout ça. Il va alchimiser en fait. Hmm. Finalement, l'artiste, il alchimise quelque chose. Il a une vision. Moi, j'ai des visions parfois, mais comment faire pour le transcrire sur la toile? Je vais alchimiser mes émotions, parce que mes émotions, elles sont fluctuantes hein, avec tout ce qui se passe autour, les,
tout ce qui est de la vie de tous les jours peut être, on va dire, des parasites de l'esprit. Ouais, Donc, en fait, je vais alchimiser ces choses-là de la vie de tous les jours, mes émotions, pour en faire, pour le transmuter et qu'ensuite, moi, je sois libre de créer. Voilà. d'accord, ok. S'il y a des personnes qui veulent encore une fois poser des questions, vu que je vous vois, je vais juste mettre l'affichage en galerie, je vous vois tous, levez la main simplement et puis vous posez la question avec votre micro si c'est aussi bien qu'on entende votre voix, vu que c'est bien beau un texte, mais profitons-en pour parler aussi. Donc si vous avez des questions, simplement communiquez-le de la sorte en fait. Ok, merci, merci beaucoup pour ces informations. C'est dur, un artiste de... Je sais que moi aussi, quand on est dans la... J'aime bien cette vision de la bouteille, tu sais, de Ouais. savoir qu'est-ce qu'il y a sur l'étiquette. Puis tu dis, non, mais je suis dans la bouteille, donc je peux pas lire ce qu'il y a sur l'étiquette. Donc c'est pas facile de communiquer ça. Maintenant, si on vient sur un thème, moi qui m'a, que j'ai pendant longtemps rebuté, c'est-à-dire que c'était quelque chose que je ne voulais pas instaurer dans ma vie d'artiste, et c'est ce que j'appellerais le cadre. Donc c'est-à-dire comment tu mets ton cadre en fait? Parce que on a une vision des extrêmes artistes. Il y a des extrêmes qui sont au pied d'un arbre et puis tu sais tout le temps connectés, où et passe en quatrième position. Euh, Vraiment l'extrême artiste qui prend pas, on va dire, responsabilité pour ce côté physique, matériel, tu vois, qui se dit non, non, je suis connecté, donc je suis connecté, je suis là-haut, je suis bien. Comment tu mets, toi, ton cadre, donc là je parle vraiment dans la matière, et quel est ce cadre qui te convient en fait? C'est-à-dire dans ton processus de création, comment tu poses ton cadre, et avec le temps, je pense, si une personne, tu devais aider une personne à mettre en place son cadre, son propre cadre, parce que vu qu'on est artiste, il n'y a pas de recette magique, c'est chacun doit trouver son propre cadre, mais comment tu le définirais en fait? Comment tu conseillerais ça, et qu'est-ce qui a marché, ton exemple personnel, qu'est-ce qui marche pour toi dans ce cadre? Je dis cadre, je dis processus également, quoi. Alors, ce que tu appelles cadre, c'est, tu veux dire, l'environnement que je me suis créé pour être dans des bonnes conditions de création? Ouais, c'est tout ce qui prend soin de ton art et de ta créativité, je dirais. C'est tout ce que tu mets en Alors, place pour que hmm, tu te sentes bien et en même temps que tu te dises pas, tu vois, enfin, moi je pense à un cadre par exemple, un exemple en tant que musicien, c'est si j'ai pas de cadre pour une chanson par exemple, en termes de la temporelle, le temps pour moi fait partie du cadre également, tu vois, un ingrédient du cadre, ben ma chanson, je peux jamais la finir en fait. C'est-à-dire je peux la d'accord, faire d'accord. encore et jamais la sortir quelque part. Comment tu t'y prends? Quel est ton cadre? Alors, le cadre, déjà, c'est cultiver une certaine régularité dans le rythme de la journée. Ok, Donc, par exemple, le matin, je me lève tôt, je vais méditer, je prends le petit-déj, je médite, et puis après, je vais me balader, je vais faire deux, trois choses dans la maison, et ensuite, je me mets à peindre. Mais je m'oblige jamais à peindre. Déjà, je ne me force pas. Je ne me dis hmm, pas, il faut qu'à telle heure, tu ailles peindre. Non. ok, Par contre, je sais que je peux peindre que quand mon esprit est libre. S'il y a des gens qui viennent dormir à la maison, je ne peux pas. Donc, il me faut ok, du temps. Il faut que j'ai le temps. euh, il ne faut pas que j'ai de contraintes, de rendez-vous, de machin. Il y a des jours où ça va être plus l'informatique, l'administratif, Internet, les réseaux sociaux. Et puis, ces jours-là, je sais que bon, bah, je ne vais pas être disponible pour peindre. Ça va me hmm, prendre de l'énergie, tu vois. ouais, Mais là, cet après-midi, j'ai peint. Je savais que j'avais l'après-midi de libre. J'avais pas de personne qui est venue me voir. J'avais pas de coup de téléphone. J'étais libre. J'ai peint. Bon, après, la lumière a décliné parce que malheureusement, en hiver, ça dure pas très longtemps. Mais tu vois, déjà, j'étais contente. J'ai peint pendant 3 heures, j'étais contente. Et je sais que demain, je vais continuer. Je suis presque excitée parce que je suis impatiente d'être à demain pour continuer, quoi. Voilà. Bon, après, l'huile, c'est un travail de longue haleine.
Tu peux pas te dire, je vais finir la toile dans la journée. Il faut du temps. Ok, tu veux nous en dire plus justement sur ce que je connais pas du tout, la peinture à l'huile? Quel est, on va dire, juste brièvement le process, comment ça se passe? Bah, déjà, alors, pour commencer, moi, quand je fais une toile, je fais une toile. C'est-à-dire que je commence pas deux travaux en même temps. En général, je fais un travail et je vais au bout du process. Hmm, Donc, je m'achète des toiles vierges, évidemment, et puis différents formats, parce que moi, j'aime bien, j'ai une particularité, c'est que j'adore les très grands formats, donc les 2 mètres par 2 mètres, par exemple. ok. Ça, j'adore. Mais bon, j'en fais pas tout le temps, parce que je peux pas non plus me le permettre, mais enfin me le permettre. J'ai pas suffisamment d'espace. En plus, c'est bien aussi d'avoir différents formats parce que tout le monde ne va pas s'offrir une toile de 2 mètres par 2 mètres. Et moi, Hmm, c'est ce que j'adore faire. d'accord. Euh, Cela dit, pour terminer sur le système de création, enfin le processus créatif, bah, j'ai ma toile vierge, j'arrive dans mon atelier, je mets la musique, je mets toujours de la musique et j'y vais. Une caisse avec plein de couleurs, mais je ne sais pas par quoi je vais commencer. Je commence à l'intuition. Je ne me dis pas, tiens, je vais faire une toile de cette couleur ou de ça. Non, je ne sais jamais. J'arrive devant la toile vierge et c'est un peu flippant quelque part parce que tu es devant ta page blanche. Mais c'est ça qui est aussi excitant, c'est-à-dire que tu sais pas ce qui va sortir. Ça vient comme ça vient. Tiens, la photo que tu montres, c'était au casino de Biarritz. Il y avait 10 000 ou 15 000 personnes qui sont venues dans le week-end. C'était un live painting. J'ai dû peindre devant plein de monde. Un truc que j'aime pas du tout. Mais n'empêche que j'y suis arrivée. J'ai commencé la toile. Je me suis mis un casque sur les oreilles, la musique à fond, et j'étais dans ma bulle, quoi. Il y avait des gens qui posaient des questions, j'écoutais pas. C'était pas possible. Il fallait pas que je les regarde parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle, d'être dans mon univers. Alors la musique, c'est différent parce que je pense que dans la musique, tu as besoin de l'interaction avec les gens pour que ce soit chouette, quoi. La peinture, moi, j'ai besoin de silence, enfin j'ai besoin de calme, tu vois, de calme, de, enfin, je me mets de la musique, mais c'est mon univers à moi, c'est moi qui me le crée, quoi. Voilà. Ok, je vois. Est-ce que le choix de la musique influence la peinture à naître? Ah oui, bien sûr. Alors c'est pareil, la musique, je choisis des choses assez classiques, on va dire. J'écoute pas mal de classiques ou alors des musiques méditatives. J'aimerais bien que un artiste, je lance un truc, me fasse une playlist à la limite, ça serait marrant, tu vois. Ok, Mais la musique impacte vachement. Une fois, j'ai fait un live painting avec euh, le comment ça s'appelle à Saint-Jean-de-Luz, tous les ans, normalement, il y a ce qu'on appelle les concerts de Maurice Ravel. Donc, c'est plein de jeunes talents qui viennent, des violonistes, des pianistes, qui viennent jouer des morceaux assez classiques. Et c'était en public, dehors. Et il y avait des morceaux absolument de toute beauté. Et moi, j'étais sur une estrade à faire une toile. Et la ok, toile était vraiment super parce qu'elle était en lien avec les morceaux qui se sont joués, quoi. d'accord. Mm. Wow, je vous laisse le bonheur de contempler. Donc en moyenne, quand tu dis une toile, quand tu commences depuis le Ouais. début jusqu'à la fin où elle est prête à être mise en galerie, pour toi, c'est le temps, c'est combien de temps en fait? Alors, une En grand toile format. une toile grand format, c'est plus d'un mois de travail. Ok, Ouais, tu vois, j'ai pas idée. une toile de 1 mètre par 1 mètre,
on va dire 2 semaines. En 2 semaines, je peux la finir, mais parfois, je vais y revenir. Parce qu'il y a des toiles que j'ai faites il y a 2 ans qui me plaisent plus, ben, je vais revenir dessus. D'accord. Mais en général, une toile, quand elle est réussie, je le sais instantanément. Quand je la termine, je sens quelque chose dans mon ventre qui s'ouvre, comme si ça me disait, ça y est, c'est bon. Ok. C'est un truc, je peux pas te dire quand ça va être fini, mais c'est un truc que je sens. Il y a un moment, et quand c'est pas abouti, je le sens aussi. C'est comme le Voilà. neuvième mois pour la maman. Ça y est, chérie. Ah, ça y est, ça y est. Il arrive, je le sais. Et c'est pareil, voilà, c'est un accouchement. Ouais. Wow. De toute façon, c'est pas moi qui décide, hein. Oui, alors ça, c'est intéressant, justement. Qu'on revienne à cette relation. Quand tu dis c'est pas toi qui décide, comment tu honores ça? Tu m'as dit là que tu le sais dans ton ventre, que tu ressens Mm. ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené? Parce que, comment dire, je dirais pas le piège de l'artiste, mais je ressens que la souffrance, même moi-même, comme quand j'ai vécu de la souffrance avec mon art, avec mes chansons, c'est quand je voulais m'approprier mon art. Tu sais, cette notion Mm. de Mm. c'est moi l'auteur de mon art. Mm. Mm. Comment, enfin, quel a été le déclic pour toi et quel est ouais, ton approche, ce que tu fais pour garder ta bonne place en fait, de garder ta bonne place par rapport à ton art, par rapport au créateur. Mais en fait, si tu veux, je crois que ce qui m'a vraiment fait avancer, c'est le travail sur moi. C'est-à-dire que, en fait, à mesure que j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai compris les pièges de l'ego. Hmm, Et au fond, l'artiste qui veut s'approprier sa création, bah, il est dans le piège de l'ego, c'est-à-dire c'est mon truc, c'est mon bébé, c'est mon enfant, c'est ma. Et j'ai eu ça aussi à un moment, cette espèce de croyance, mais au fond, à partir du moment où une œuvre elle est terminée et où quelqu'un la regarde, elle ne t'appartient plus. hmm, Moi, je crois que quand j'ai pris conscience finalement de la force de la source et du divin qui passait par moi, j'ai pris conscience que finalement, je n'étais qu'un instrument du divin et que je n'ai qu'à jouer cette partition qui me demande de jouer. Et là, ça devient magique, mais magique, franchement. C'est hmm. kiffant, c'est jouissif, il n'y a pas d'autre mot. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux en peignant des toiles, mais des larmes aux yeux d'extase. Franchement, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fumes pour peindre? Je dis, mais rien du tout. J'ai pas besoin de fumer, quoi. Si je me connecte à la source, je mets de la. Alors, je ne cherche pas l'extase, mais parfois elle arrive. Et c'est des instants de grâce. Moi, j'appelle ça des instants de grâce. Hmm. Je te rejoins justement là-dessus, sur ce ressenti-là, parce que dans mon expérience aussi, quand tu touches à ça, Mm. t'as envie de plus rien en fait. Quand tu touches à Mm. je sais pas, peu importe comment on l'appelle, cette main de Dieu, ce moment en communion, en extase avec le Créateur ou avec cette énergie source, une fois qu'on a ça, ben, on se dit c'est ok quoi. En même temps, c'est comme tu le dis, c'est un moment que tu cherches pas à l'atteindre. C'est juste un moment comme si tu as ce cadeau en fait, ce cadeau de l'univers qui t'honore en retour en faisant ce job-là, par cette dévotion intérieure. Et moi, je me souviens également, je partageais juste également une expérience là-dessus sur une chanson qui s'appelle Abondance, que j'avais composée au château de Valère à Sion, sur les montagnes, dans Mm. le Valais suisse en fait. Et c'est exactement ça, ce mélange de cette harmonie en fait. Quand tu es là avec ton instrument, que tu t'es dans ton cadre, donc moi c'est également pareil, c'est un peu, je te cherche mon cadre, à me mettre dans un endroit où je suis inspiré par la nature, tout ça, et tu sens que tu es connecté à bien plus grand,
à quelque chose de bien plus grand que nos cinq sens, en fait. C'est quelque chose qui est bien plus grand et dans cet abandon-là, naturellement, ben, ça vient et il y a une mélodie. Et moi, c'est drôle, à chaque fois que ça vient, c'est comme si je serais incapable de te dire comment je suis arrivé là. Tu sais, c'est un peu justement ce côté, tu veux pas chercher à comprendre en même temps, c'est pas le but. Mais c'est comme si quelqu'un te demandait, mais comment tu as réussi à trouver ce riff? Il m'est venu. Et j'aime cette idée, comme tu l'as dit, que nous sommes des. J'aimais cette image de, tu sais, le petit, comment on appelle ça, euh, le filet à papillon. Mhm. Et pour moi, un artiste, en anglais, il y a une phrase, j'aime beaucoup ce livre, on a parlé de James, de Julia Cameron, The Artist Way, quand elle dit, un artiste is not about thinking something up, it's about putting something down. En gros, la traduction, c'est pas, le but, c'est pas de penser à quelque chose, mais plus dans cette direction-là, c'est plutôt de mettre quelque chose dans la matière. Et pour cela, comme tu l'as dit, ben, faut être réceptif. Et ça, notre hypersensibilité, bah, c'est un cadeau. Est-ce que pour toi, justement, les... Ah, je vais juste répondre à la question d'abord. J'ai vu qu'il y avait une question là. Petite curiosité concernant le titre attribué aux peintures. Comment cela vous vient-il? Est-ce lié à votre connexion intérieure? Oui, en fait, le titre me vient une fois que j'ai terminé la toile. C'est le même processus que quand je crée une toile. Je ne sais pas ce qui va venir et je laisse venir. Il y a quelque chose qui est magique. Alors, j'ai travaillé un peu dessus aussi avec une médium, une thérapeute qui m'a un peu aidée à un moment dans mon chemin et qui me disait que finalement, ce qui était intéressant, c'est que ce soit pas évocateur de quelque chose. Parce que au départ, moi, je faisais du figuratif, hein, je peignais des jarres. Tout ce qui était lié au féminin, au rond, etc. Et puis un jour, j'ai rencontré un sculpteur qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans tes jarres? Puis alors, pour la petite histoire, je m'appelle Jarosson. Donc, Jarosson, il y avait quand même quelque chose d'assez rigolo. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans tes jarres? Mais lâche-toi. Mais qu'est-ce que tu vas... arrête de nous faire du beau, là, lâche-toi. Et puis, il me dit, il y a de l'or dans tes jarres. Et ça m'a fait un déclic, tu vois. C'est la Hmm. rencontre parfois avec d'autres artistes peut être très révélateur aussi de ta propre essence. Et en fait, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'aller dans l'abstrait, parce que pour moi, l'abstrait, c'est presque ce qu'il y a de plus difficile, parce que tu Hmm. pars dans l'inconnu, tu vas dans le néant. Donc, mais en Oui. même temps, c'est l'infini des possibles. Et alors, les titres, c'est pareil. Si tu veux, le titre, j'essaye qu'il soit poétique, qu'il soit allégorique, mais qu'il soit pas trop dans le sens où je n'ai pas envie de susciter chez la personne qui va le regarder une idée particulière. C'est à lui de trouver ce qu'il a envie d'y voir. Parfois, les gens me disent, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire? Je dis, je ne sais pas. Mais vous, qu'est-ce que vous ressentez? Tu vois, Hmm. je rebondis sur qu'est-ce que vous ressentez? Parce que finalement, ce que vous ressentez, ça vous appartient, c'est unique. Hmm. C'est pas moi qui viens, c'est pas moi qui viens lui susciter une histoire. En fait, c'est à lui de trouver sa propre histoire au travers de ce qu'il va regarder. Tu Parce que m'avais partagé ça sur ouais, quand on s'est fait ce premier échange, tu m'avais parlé d'une personne justement, et je trouvais ça super puissant qui avait vu ta toile et qui avait eu quelque chose de fort en elle, tu sais, qui avait dit quelque chose de fort, tu t'en souviens? Tu voudrais le partager? Ou pas? euh, je me souviens pas très bien qu'est-ce Je que je t'ai sais, dit. tu m'as dit, il était à C'était l'exposition et il m'a dit, c'est drôle, j'ai l'impression, je sais plus, je veux pas me changer ton message, mais c'est comme si j'ai l'impression que c'était à l'intérieur de moi, en fait, il y avait cette notion-là, tu sais. ah oui, 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 d'accord. Bah oui, en fait, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui, quand ils vont voir une toile, ils vont avoir une émotion. Et il y a quelque chose qui va les toucher à l'intérieur. Et ça s'explique pas.
Enfin, moi, Mhm. j'ai même eu une fois une femme qui a pleuré devant une de mes toiles. J'ai une autre personne qui m'a dit, moi, je veux du rouge. Et puis, en fait, elle m'a acheté un tableau vert parce que bah, elle venait de perdre son père. Et il se trouve que le vert, c'est une couleur qui est très réparatrice. Mais ça, c'est après coup que je l'ai analysé. Parce qu'en fait, j'ai pas d'objectif, en fait, quand je fais une toile. Je suis pas là en train de me dire, ça Oui, va guérir les gens. Moi, déjà, ça me fait du bien. Donc, si ça me fait du bien, bah, ça va faire du bien à quelqu'un. C'est ok, obligé. Et puis, super. l'émotion que je mets dedans, eh ben, la personne, elle va le recevoir. Ou pas. Mais si Mhm. elle la reçoit, tant mieux. Ok, super. Si tu avais tu devais t'adresser à un artiste bloqué, Mhm. qui n'arrive pas à, à faire ce pas en tout cas, parce qu'on sait que nous les artistes, je dirais le bon mot, on s'invente beaucoup d'oppresseurs, beaucoup d'excuses. Mhm. Euh, Si tu avais justement, vu que tu as passé ce cap des oppresseurs, des excuses, si tu avais une seule chose ou des conseils simples pour que cet artiste bloqué, il puisse reprendre son œuvre, en fait, tu vois, la reprendre en main dans les meilleures conditions, les meilleurs délais, ce serait quoi pour toi? Qu'est-ce qui est Alors, vraiment vital? alors, pour moi, ce qui est vital, c'est de travailler sur soi. C'est-à-dire que ce soit un travail psychologique ou corporel, qui se fasse aider ou accompagner pour sortir du mental. Ok. Alors, ça peut être la respiration, ça peut être une hypnose, ça peut être aller voir un médium, comprendre où sont ses blocages, parce que le blocage qu'il y a dans son art, il n'est qu'un blocage intérieur par rapport à une psyché qui est peut-être encombrée de croyances. Ça peut être au niveau transgénérationnel. Ça peut être une idée que son père ou sa grand-mère voulait qu'il soit dans tel métier, puis en fait, lui, il a dévié du chemin qu'on lui avait donné, et du coup, il vient contrer quelque chose, donc il se sent coupable. Donc du Hmm. coup, il s'empêche. Tu vois, enfin, je dis n'importe quoi, mais enfin, c'est un exemple. Mais Ouais. il y en a plein d'autres. Après, il y a des peurs aussi. Il y a des peurs de montrer qui il est. Euh, mais voilà, je crois que la première chose, c'est déjà qu'ils se disent, si je suis bloqué, ben, allons voir où sont ces blocages. D'où ils viennent ces blocages. Ils viennent forcément de quelque chose. Soit c'est une croyance limitante, soit c'est on va dire, des implants mentaux, des croyances limitantes, soit c'est bah, une culpabilité d'exister, de montrer qui il est, parce que on n'a pas utilisé ce mot, mais finalement tu en parles dans le titre des hypersensibles. Nous sommes des hypersensibles. Cette hypersensibilité, c'est aussi une forme de vulnérabilité quelque part. Moi, je sais qu'il y a des jours où je m'en suis voulu d'être trop sensible, où je me disais, mais en fait, tu es trop sensible, tu ne peux pas vivre dans ce monde-là. Hmm. Mais en fait, c'est une richesse d'être très sensible. C'est une richesse d'être qui nous sommes. C'est simplement le monde qui a voulu qu'on gomme tout ça en nous imposant des choses. T'es trop sensible, donc arrête de pleurer ou arrête de rêver, tu rêves ta vie, etc. Mais au contraire, c'est un trésor en fait qu'on a. C'est juste qu'on doit reprendre notre légitimité d'être humain, divin, connecté à la source et encore plus capteur de l'invisible. Hmm. Enfin, voilà, c'est l'artiste pour moi qui est hypersensible, il capte des choses que d'autres gens ne captent pas parce ils sont beaucoup plus dans le mental, tu vois. Mhm. Ils sont plus on va dire, dans le côté matière, dans le côté. Et l'artiste, il est un peu, voilà, c'est ça l'image, il est un peu un pont entre deux mondes. Il a un pied quelque part dans l'invisible,
et un pied dans la 3D, là, et il essaye de faire le pont pour dire, mais vous savez, il y a autre chose qui se passe là-bas. Hmm. C'est comme ça que je le vois. Hein. Moi, je te rejoins aussi parfaitement là-dessus, sur le côté, quelque part, nouveau monde. Enfin, c'est une porte. On est les gardiens. Enfin, on est effectivement, pas les gardiens, mais on est vraiment dans cette relation intime avec cette porte-là, avec ce nouveau monde. Et justement, ce message également de ce soir, vu que le thème c'est être un artiste de cœur, c'est un message également ce soir pour s'affirmer en fait. Un message de cœur à tout le monde pour prendre votre place et que c'est le meilleur moment maintenant. C'est le meilleur moment de le faire avec votre cœur, parce que effectivement de l'expérience également de Sandrine et de la mienne, c'est grâce à ce cœur-là qu'on peut, je sais pas comment toi tu l'appellerais Sandrine, mais pour moi c'est vraiment, on enlève l'illusion. Le cœur nous permet vraiment d'ôter le voile de l'illusion. Dans ce voile de l'illusion, vous avez les peurs, vous avez l'insécurité, vous avez le manque de croyance en soi. C'est vraiment un voile qui nous occulte notre faculté de se dire, je vais prendre peu importe mon pinceau, ma guitare. Non, fais pas ça, tu as besoin de travailler sinon tu vas pas arriver à payer ta facture. Tous ces oppresseurs-là, un artiste incarné pour moi au cœur, comme ce que tu incarnes, Sandrine, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'honneur, parce que c'est un acte courageux aujourd'hui. Pour moi, être un artiste de cœur incarné, c'est un acte presque de rébellion dans un monde où l'on vous demande d'être différent. Et ça, depuis très Ouais. petit, notre conditionnement, on vous demande d'être différent. Et notre art, il est passé un peu comme un... Il n'est pas mis en valeur. Il est hypersensible, il tient pas sur une chaise, il est dans les nuages tout le temps, votre enfant. Donc c'est... C'est très juste ce que tu dis et c'est tellement juste que moi j'ai retrouvé mes carnets de quand j'étais à la maternelle, grande section. Ok. Donc ça date, hein, ça date parce que j'ai quelques années de plus que toi. Et je te jure, il y avait écrit Sandrine ne tient pas en place, elle passe son temps à bavarder, à dessiner et s'intéresse beaucoup à la spiritualité. Tu vois, parce que j'avais des cours de catéchisme ou je sais pas quoi. Donc déjà, j'avais cette connexion avec le divin quelque part. Hmm. Mais en fait, je ne tenais pas en place parce que là, je pense que cette espèce de sensation de vie, en fait, si tu veux, dans mon travail, un jour, on m'a demandé d'écrire quel était l'axe de mon travail. C'est vachement intéressant parce que je ne m'étais jamais posé cette question en ces termes. Et en fait, tu as des gens parfois qui te remettent dans l'axe en te faisant faire un travail sur toi qui te fait faire un travail d'introspection. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que l'axe de mon travail? Bonne question. Et l'axe de mon travail, pour moi, c'est entre autres, hein, mais c'est la pulsion de vie. Voilà. Hmm. La pulsion de vie, c'est quelque chose que j'ai toujours touché du doigt, mais je ne savais pas ce que c'était. J'avais cette espèce de joie de vivre en moi, petite, que j'avais perdue au fil de mon éducation, et puis que j'ai retrouvé quand j'ai eu cet accident et que j'ai compris ce que c'était que la beauté de la vie. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est ça, la pulsion de vie que je ressens en moi et qui s'était éteinte à mesure que j'avançais. Hmm. Excuse-moi, il faut que je boive de l'eau parce que je m'étrangle. Donc en fait, voilà, il faut retrouver cette pulsion de vie et la transmettre. C'était ça, c'est un des axes de mon travail. Et puis de D'accord. montrer la lumière, de montrer la lumière. Pour moi, la lumière, même, tu vois, quand je peins un tableau, j'ai cette quête de lumière, mais ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire que ce que je voudrais dire à un artiste, à quelqu'un qui se cherche, donne-toi un axe, mais sache prendre les chemins de traverse. C'est-à-dire
une fois que tu t'es fixé, c'est comme la visualisation. Tu as un projet et après tu laisses l'univers faire. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir un objectif, effectivement, dans l'ensemble. Il ne faut pas se mettre des barrières, il ne faut pas se mettre la pression. C'est l'univers qui peint à travers moi. Ce n'est pas moi qui commande. Ce n'est pas mon mental qui va décider de quel toit je vais faire demain matin. Sinon, ça ne marche pas. Est-ce que tu as observé, toi, des choses qui te font plus aller dans le mental? Et là, je parle plutôt du côté honorer ces choses qui nous font du bien, en fait, qui servent notre création. Parce que moi, je me rends compte également que je peux pas me mentir, en fait. C'est-à-dire qu'en tant qu'hypersensible, si je commence à manger une pizza tous les jours, à boire du coca et puis à boire un café par jour, ça m'affecte. Ça m'affecte dans ma connexion, dans mon être, dans mes émotions. Pour toi, est-ce que tu as observé, on va dire, des oppresseurs, moi j'appelle ça un peu les oppresseurs, mais qui sont propres à chacun, d'accord? C'est chacun doit trouver un peu les choses qui... Parce qu'au fond, j'avais un de mes mentors qui disait, tu sais Max, dans ta vie, tu peux vraiment accomplir tout ce que tu veux. Il disait la seule chose, c'est est-ce que tu es prêt à lâcher ce que tu aimes le plus? Mais quand il disait aime le plus, c'est là. C'est avec notre tête en fait. Et moi, à l'époque, enfant incompris, euh, incapacité de gérer mes émotions, perdu dans ce monde de l'illusion où j'ai appris à dire oui juste pour être accepté quelque part, ma porte de sortie, qui est devenu mon propre oppresseur et euh, Mhm, mhm. ma propre limitation, c'était manger. C'est-à-dire que je ne mangeais plus pour vivre, je vivais pour manger, mais c'était quelque part le poids de mes émotions. Donc, quand j'ai compris ça et que j'ai mis en lumière ça, effectivement, je me suis détaché de la nourriture. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose euh, que tu as pu mettre tout au long de ton évolution d'artiste, tu as pu mettre en évidence et te dire, OK, il y a des choses que je suis par mon statut d'artiste, par mon engagement, je dois honorer tu vois, cet acte de ne pas faire ça ou de... Comment tu le vis au fond? Bah, par exemple, moi j'aime bien manger, j'aime bien boire du vin, je suis une bonne vivante. Mais si je bois trop ou que je mange de la viande, c'est une catastrophe. Ok. Ça m'acidifie tout de suite, je deviens plus irascible, agressive. Pareil pour le sucre. J'adore le Hmm. chocolat. Bon, c'est vrai que je me prive pas d'un carré de chocolat noir tous les jours, mais je mange plus de sucre. Le sucre pur, c'est fini, quoi, parce que ça me fatigue, ça me prend la tête. C'est clair. Bon, maintenant, tout le monde commence à le savoir. Enfin, il y a beaucoup de gens qui commencent à le savoir, mais c'est vrai que j'ai besoin d'avoir une hygiène de vie assez saine. Je peux pas faire Hmm. la fête. Je m'interdis pas de voir des amis, mais si tu veux, je vais pas faire la fiesta non-stop, hein, parce que sinon je pourrais pas créer comme je crée. Ouais. Il me faut un univers, un environnement stable, pas pollué. Dès qu'il y a les voisins là pendant le confinement qui faisaient de la scie sauteuse, de la tronçonneuse, j'avais envie de les satelliser, ça me rendait dingue. Les bruits, ça m'agresse. Tu vois? Hmm. Et là, on va déménager dans la campagne parce que moi, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de calme. Je me rends compte que le calme, donc voilà, si tu vas chercher par là, si je regarde des films un peu trop violents, ou, bon, j'ai pas Netflix, mais de temps en temps, je regarde des films, puis de temps en temps, je me dis, bah, fais gaffe aussi à ce que tu regardes, parce que ça, tu vois, même sur Internet, tout ce qui se partage en ce moment sur ce qui se passe sur la planète, Ouais. j'essaye d'être très sélective. Il y a des Hmm. trucs maintenant, je regarde même pas. On me partage des vidéos, je dis non, je vais pas me polluer.
parce que mon énergie, elle est précieuse et je ne dois pas la gaspiller. Et il y a une Hmm. amie qui est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est chanteuse et qui est une de mes très bonnes amies qui habite à Paris. Et elle me dit, elle m'a toujours dit, Sandrine, ton espace de création, c'est un endroit sacré. Donc tu laisses pas rentrer n'importe qui, n'importe comment. Tu vois, le parasitage, il peut soit se faire par des gens, soit par des émotions négatives, soit par des pensées, soit par ce que tu manges. Donc en fait, tu dois être vigilant sur tous les pôles de ta vie, en fait. Hmm. Si tu as envie de t'engager vraiment dans ton art, en fait, à fond, parce que pour moi, c'est comme un engagement, c'est un sacerdoce, quelque part, c'est un engagement, Ouais. quelque part. Bon, voilà, c'est sans être excessif non plus, parce que je pense que c'est important de garder de la joie de vivre, du partage aussi, mais savoir que si tu sens que ton énergie baisse, c'est qu'il y a un truc qui dysfonctionne. Donc, il faut se remettre en marche, en Hmm. équilibre. C'est intéressant justement ce que tu dis et sur l'importance là, comme tu dis aussi, de dire non. Comment Oui, toi, parce que pour moi, effectivement, je te rejoins entièrement là-dessus. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était oui, en termes d'amis, des gens qui venaient, bouteilles, tu sais. Et puis toi, tu dis oui, parce que tu dis oui, jusqu'au moment où t'en peux plus, quoi. Qu'est-ce que toi, t'as fait également? Enfin, est-ce que c'était l'accident ou est-ce que tu as eu également d'autres choses? Mais qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui euh, à communiquer clairement sans que tu paraisses, tu vois, genre, dégagé! non, 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 mais ça, en fait, ça s'est fait en douceur, c'est-à-dire que là aussi, je me suis beaucoup fait aider par des énergéticiens Ok. pour travailler sur mes énergies, parce que comme je suis une hypersensible, et ben évidemment, je me laisse souvent, très souvent, je me laissais, je ne dis plus au présent, je me laissais souvent parasiter par des gens. Donc, il suffisait que quelqu'un au téléphone me dise oh, mais là, t'as vu, par exemple, quelqu'un qui dit ah, ben c'est trop cher ta peinture. Non, mais là, tu vas pas vendre à ce prix-là quand même. Et pourquoi tu fais ces prix-là? Une fois, j'étais à un dîner chez mon cousin, puis il y a une nana qui me dit comme ça ah ouais, quand même, quand je lui ai dit les prix de mes tableaux. Puis là, tout d'un coup, j'ai senti la boule au ventre. Je dis merde. Et puis après, je dis Sandrine, ne te laisse pas démonter par ça. Donc maintenant, je me laisse plus démonter parce que je sais la valeur de mon travail. Et ça, je l'ai appris. C'est à force de se prendre des coups aussi que tu finis par apprendre. Mais il y a des choses comme ça maintenant où je ne vais pas éviter le sujet, mais je vais asseoir mon discours. Je vais dire, si on vient me chercher là-dessus, ben, je vais dire non, ben voilà, voilà c'est mon travail. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Comment tu gagnes ta vie? Et c'est quoi ta passion? Ben, tu vois, il faut aussi expliquer aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ont aussi des croyances limitantes sur le métier d'artiste. En plus, c'était une Parisienne qui vit dans un monde complètement utopique pour certains. Il y a des Parisiens, ils sont déconnectés de la réalité au niveau du marché de l'art. Ils voient des Hmm. prix délirants. Donc, peut-être qu'elle se disait, non mais elle, pourquoi elle est au Pays Basque, c'est quoi ses prix, enfin bon. Peu importe à la limite ce que les gens pensent, mais il faut toujours se dire, voilà, là où j'en suis, c'est juste. Mon travail, c'est un travail comme un autre, mais c'est peut-être pas un travail comme un autre, mais ce travail mérite d'être honoré. Hmm. Il mérite d'être honoré parce que c'est des années de travail sur moi, c'est des années de, 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 je suis dévouée à mon art. Donc, quand on m'achète une œuvre, eh ben, elle a un prix. Oui, parce que c'est comme ça. Hmm. Ça ne se discute même pas. Yes. Et, et voilà. Ça, c'est bon. J'ai fait un peu une extension sur l'argent, mais c'est parce que c'est aussi intéressant qu'on en parle. Comment tu vends ton art? Comment tu vends tes prestations? Mhm. Je ne sais pas si elle est là ce soir, mais j'avais invité une artiste que j'ai eue hier à la maison, Laure. Elle est là, Laure? Oui, elle est là.
Voilà, bah Laure, on a un peu parlé de ça parce que Laure, je vais me permettre de parler de ce que tu m'as dit hier, Laure. En fait, Laure, elle a fait une fresque avec une autre artiste. Et elle m'a dit combien elle s'était fait payer. Je lui ai dit, mais franchement, mais les gens qui t'ont payé, ils n'ont pas été cool, quoi. Tu peux demander plus. Ça vaut beaucoup plus ce que tu as fait. Tu vois, il faut aussi oser dire les choses. Parce Hmm. qu'on a tendance en tant qu'artiste, et moi j'ai eu plein de fois où je me suis écrasée sous prétexte de ah ben de toute façon, si je fais pas ça, j'aurai rien. Donc j'accepte d'être une carpette. Un jour, il y a un client d'une ville où j'habitais là sur la côte. Le type, il a plein de magasins, vraiment le type, comme on dit, blindé, tu vois. Il vient, il voit un de mes tableaux dans un restaurant, il me dit, tu me fais combien? Déjà, il me tutoie comme ça, il me dit, tu me fais combien? J'ai regardé, je dis rien du tout. Puis je lui ai pas vendu le tableau. Parce que je trouvais que c'était pas correct. Ce n'était pas me respecter de me parler comme ça. Tu me fais combien? Tu vois. Par contre, si j'ai quelqu'un qui vient, qui a un coup de cœur pour un tableau et qui me dit, écoute, là, pour moi, c'est difficile, bah, je vais lui faire une proposition. Je vais lui dire, écoute, on peut s'arranger, tu peux me payer en 3 fois, en 2 fois. On va trouver des solutions. Tu vois, ou je vais lui proposer un autre format. Mais il ne faut pas dévaloriser son travail. C'est important d'être respectueux de son travail. Alors, les prix ils évoluent aussi parce que quand tu travailles dans une galerie, bah, le galeriste, il te prend une commission, il va te prendre entre 40 et 50% de ton travail, donc, enfin de ton œuvre. Ok. Donc, il faut définir un prix juste pour que lui il gagne sa vie et que toi, tu gagnes la tienne. Hmm. Voilà. C'est... Donc toi, aujourd'hui, au niveau de la vente, comment Ouais. de tes sources de revenus, les plupart se font donc au travers d'une galerie. Comment ça se passe? Ouais, alors, soit je vends en galerie, j'ai aussi des boutiques de déco, des Ok. boutiques qui sont entre la décoration et la galerie, parce que trouver des galeries, c'est pas simple. Moi, j'ai fait la démarche d'aller toquer aux portes avec mon book. Je me suis fait jeter plein de fois, donc maintenant, je ne fais plus ça. Je me dis, ben, les galeries, si elles veulent travailler avec moi, elles viennent me chercher. Puis maintenant, Hmm. il y a quand même beaucoup plus de ventes sur le net. Avec Internet, il y a beaucoup de sites de vente en ligne. Ok. Donc ça marche bien. Moi, j'ai vendu plusieurs fois sur Internet. Et puis après, j'expose aussi j'ai des amis qui ont un hôtel, chambre d'hôte. Bah, j'ai exposé pendant 8 ans chez eux. Donc eux, ça leur faisait la déco. Puis moi, ça me permettait de vendre. Voilà, donc ça, c'est aussi une autre solution. Après, j'ai jamais répondu à des appels d'offres, mais je sais qu'il y a pour les sculpteurs, certains artistes plasticiens, il y a des appels d'offres. Tu sais, en fait, on te propose un projet, puis tu vas dans une résidence d'artiste, et puis tu es payé pendant le temps où tu fais la résidence. Alors, Ok. moi, j'ai pas fait ça. J'ai toujours cru au contact en direct. Donc, par exemple, je vais au marché, je discute avec une dame l'autre jour. Elle me voit sans masque, on commence à rigoler toutes les deux parce elle était pas, elle était contre le port du masque. On a discuté, je lui ai donné ma carte. Bon, bah voilà, c'est un échange qui est convivial. Tu Ouais. vois, je rencontre les gens comme ça, je vais vers les gens aussi. Faut pas Oui. hésiter à aller vers les gens, leur parler de toi, de ce que tu fais. Je pense que c'est important. Oui, et c'est pour moi le. Je rejoins un peu ce que tu dis, parce il y a des points qui sont tellement importants dans ce que tu as mentionné. La première, c'est quand tu as parlé d'être ton propre gardien, tu sais, Mm. c'est-à-dire de attention, venez pas me chercher, je vends pas mon âme au diable, tu vois. Et Ouais, pour moi, ça, c'est vital très de, important. Mm. comme tu disais, j'aime bien ce mot assise, de poser ton assise. C'est ce qui se passe souvent dans le bas-ventre, la lionne, le lion qui est là, et qui dit voilà, voilà la valeur. Je veux pas qu'il y ait
que l'argent. Non, voilà la valeur de l'art. Tu veux cette valeur? Oui, prends-la, mais c'est cette valeur. Et pour moi, c'est également en tant que musicien, c'était ce que j'ai souvent rencontré. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que quand on se positionne. Alors au début, quand vous commencez la première fois, c'est du style ah bon? Tu voudrais nous partager d'ailleurs peut-être, si tu te souviens, la première toile que tu as vendue, mais vraiment la toute première. Et après, je partage la question également de Thomas que j'ai vu juste en dessous. La toute première toile que tu as vendue, est-ce que tu t'en souviens, Sandrine? Ah, ça remonte. Ça, il a un bail. Oui, oui, je me souviens. Oui, j'ai, j'y croyais pas. Je disais non, c'est pas vrai. J'ai vendu une toile. Truc de dingue. Et c'est ça qui est beau, c'est que pour moi, c'est la même chose. J'y croyais pas. Et le Ouais, gars me dit, euh, parce que pour vous mettre vite dans le contexte, moi j'avais justement quitté mon job pour honorer mon art aussi. C'était ouais, clair, mais par contre, j'avais pas d'argent. Donc c'était, ça passe ou ça casse, quoi. ouais. Et j'arrive, par contre, le secret, effectivement, je te rejoins, Sandrine, là, nous les artistes. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est dur pour les gens comme nous, parce que on honore beaucoup plus le contact humain. Et vous pouvez faire 100 coups de téléphone, peu importe dans quel domaine vous êtes. Sur ces 100 coups de téléphone, vous avez peut-être juste 2, 3 personnes qui vont réagir. Quand vous êtes physiquement avec la personne et qu'elle ressent qui vous êtes, que Ça, vous... c'est complètement différent. Au fond, nous, comme tu le dis, notre art, c'est on se met à nu. Les gens, ce qu'ils achètent, c'est nous. C'est Oui. même pas votre art. C'est nous-mêmes. C'est une énergie, c'est ce qu'ils ressentent. Et si ça match, Ouais. ben, c'est comme ça. Et moi, c'était ça également la première fois où je suis allé démarcher parce que je me suis dit, ok Max, t'adores la musique, tu te démerdes bien, donc va chanter dans les restaurants, dans les bars. Et je me souviens toujours de ce premier bar où j'étais allé, le Cervin, à monter en Valais. Et le gars, j'arrive, j'ai juste fait une liste de mes chansons. Donc j'avais quand même un bon répertoire, faut dire. Il regarde ma liste, puis il me dit, oh putain, mais c'est sympa ça. Il dit, tu peux venir tous les jeudis soirs? Jouer 2 heures? Je dis ouais. Il dit, ok, bah écoute, on commence à 200 francs tous les jeudis soirs, tu viens faire. Et, et moi, j'étais dans mon truc en me disant, c'est parfait, c'est comme ça. Bah, mais merci, ok. Mais juste en faisant ça, pour moi, quand j'ai honoré, c'est là que je reviens encore sur ce que tu as dit, quand vous prenez la décision, l'univers conspire pour vous aider à Voilà. trouver les solutions. Mais par contre, c'est pas en restant en méditation, en disant merci, merci, merci que ça va se passer. Il y a une notion de aller chercher D'engagement. D'engagement. d'engagement et passer à l'action. Et moi, Ouais. en faisant ça à l'époque, j'avais quitté un temps partiel qui m'apportait 1 000 € par mois où je ne pouvais plus d'être là-dedans. Et j'ai quadruplé mon chiffre d'affaires en l'espace de 2 mois, juste en passant à l'action et en disant en fait c'est ça que je veux faire. Je veux partager ma lumière par la musique aux gens et peu importe dans quelles conditions au début, je disais oui à tout. C'était je voulais jouer, je voulais m'affirmer en fait. Et ça c'est le plus beau, je pense, comme tu l'as dit, de passer à l'action, mais en même temps, alors oui, au début, on peut au niveau du prix, on peut dire ça, mais quand vous faites encore et encore et encore et encore et que vous connaissez votre valeur, effectivement, pour moi aussi, je te rejoins, il y a un moment où c'est votre prix. Et si une personne dit, écoute, t'es trop cher, je dis, je suis navré, je peux te recommander d'autres personnes si tu veux, quoi. C'est juste, c'est même plus une critique qu'on prend personnellement, c'est juste, je te comprends, je comprends ton point de vue. Moi, c'est ça, c'est cette valeur-là. Et c'est Mm. ça qui est beau aussi, je trouve, dans ce positionnement. Bah, l'amie aussi qui m'avait aidée, là, cette amie artiste, elle m'avait dit une chose importante. Elle m'avait dit, la valeur que tu donnes à ton art, c'est la valeur que tu te donnes. Alors bon, c'est pas forcément évident d'évaluer la valeur que tu te donnes à une notion d'argent, hein, parce que je pense que notre valeur, elle n'a pas de prix. Et mon compagnon, il me dit souvent, mais ton tableau, il n'a pas de prix. Quelqu'un qui demande, quelqu'un qui va l'acheter, il y a peut-être quelqu'un qui va l'acheter un jour 50 000 ou 100 000 euros parce qu'il veut ce tableau. Hmm. Toi, tu mets un prix parce que tu es obligé, tu rentres dans une galerie, tu as un prix. Mais au fond, moi, j'essaye de me dire, bon, le prix que je donne, c'est un prix qui me semble juste par rapport à ce que j'y ai mis, à ce que j'ai fait, et parce que je ne suis pas connue, parce que si, parce que ça, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte.
parce que moi, je ne me considère pas encore comme hyper connue. Je ne suis pas cotée, d'ailleurs, je m'en contrefous d'être cotée. Je précise s'il y a des peintres dans les spectateurs, enfin dans ceux qui nous écoutent. La cote de l'artiste, c'est un truc aussi qui est complètement aberrant. Parce qu'en fait, on te fout dans un catalogue pour dire, alors voilà, toi, ta cote, c'est ça. Mais en fait, tu invites un copain, tu mets ton tableau chez un commissaire-priseur, le copain, il fait monter les enchères, donc ça y est, ta cote, elle est établie. Donc c'est bidon, c'est encore de la manipulation. Et ça doit arrêter, ça. Hmm. Ça doit arrêter. Il faut que l'artiste il prenne conscience et confiance dans son travail. Point. La cote que tu as, c'est la valeur que tu donnes à ton travail et la valeur que le client t'achète. Tout simplement. Comment fais-tu pour permettre une marge pour le revendeur? Attends, comment fais-tu pour permettre une marge pour le revendeur? C'est-à-dire le... Au niveau galerie, je pense, hein, Ah, pour Thomas, la c'est ça? galerie? Ouais. Bah, moi, si un tableau, il vaut, je sais pas, 2000 € à mon atelier, bah, le galériste, il prend 50%, 40% en plus. Donc, mes tableaux vont être vendus à 3000 €. Et moi, je vais m'aligner là-dessus parce que je suis cohérente aussi avec le galériste, c'est-à-dire que lui, il me demande d'être loyal vis-à-vis de lui et de vendre mes tableaux au prix où lui, il les vend. Hmm. Bon, après, c'est évident que quand le client il vient à mon atelier, moi, je lui fais un prix. Ouais. Moi, je lui fais un prix. Je lui fais un prix où mes tableaux, ils sont affichés tous au même prix parce qu'ils sont vendus comme ça à la galerie, dans une Hmm. galerie. Voilà. Bon, ça, c'est comme ça que ça se passe pour tous les artistes, hein. Quand tu vends en galerie, tes prix, ils sont alignés sur le prix de la galerie. Mais après, l'artiste, il est libre de vendre moins cher si la personne vient en direct. Par contre, j'ai aussi le cas inverse de gens qui sont venus à mon atelier, qui ne m'ont pas dit qu'ils venaient de la part d'une galerie. Puis en fait, j'ai fini par savoir qu'ils venaient de la part de la galerie. Et je leur ai dit, maintenant, le prix, c'est ça. Le prix, c'est le prix de la galerie. Parce que je lui dis, de toute façon, moi, je suis loyale vis-à-vis du galériste. Et en fait, Hmm. c'est toujours payant d'être vraiment honnête là-dessus. Parce que, de toute façon, tout se sait. À un moment donné, ça se sait. Donc, il Oui, oui. faut être carré, quoi. Il faut être Hmm. carré là-dessus. Je te rejoins sur... là, on parle, on est rentré dans le monde de l'argent. Et ce monde de l'argent, comme tu l'as dit, pour moi, tu disais, c'est cote. Et je pense que c'est intéressant, en tant qu'artiste, de prendre rapidement conscience de ça, que l'argent fait partie du monde de l'illusion. Et que nous, les artistes, on est, je dirais pas dangereux, mais quand vous prenez conscience de ça, moi, c'est ce que j'ai ressenti à une époque entre mon cœur et ma tête, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se payer à notre juste valeur? C'est notre tête. C'est que, parce que derrière, il y a toutes les émotions, il y a toutes les peurs, etc. Quand on prend conscience avec notre cœur, de notre place, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, l'argent devient, encore une fois, un jeu. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, tu, tu peux tester, et en fait, même à une époque, je me souviens des artistes musiciens, tu vois en fait où est l'oppresseur. Parce que, soyons honnêtes, l'argent nous oppresse énergétiquement. Quelque part, celui qui pousse derrière, l'énergie principale qui pousse derrière l'argent, c'est pas une énergie qui est très positive. Mais quand vous regardez cette énergie avec le cœur, et que vous dites, mais en fait, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une illusion. Donc, c'est-à-dire que vous jouez avec l'argent en me faisant croire que moi-même, mon art est une valeur très basse, tout ça, mais non, comme tu disais, ça n'a pas de valeur. Je veux dire, un Ça n'a art, pas de valeur. de l'art, ça n'a pas de valeur. C'est juste, on décide de mettre un prix, et puis c'est le prix qui est juste ou pas. Et là, c'est juste à nous, en tant qu'artistes, de se dire, ok, est-ce que je me sens bien avec ce prix-là? Et effectivement, il y a en fonction de ce qu'on fait, tu peux effectivement te dire ton prix qui est juste pour toi, qui résonne. Et si dans ton être, ben, on est parfaitement aligné avec ce prix, au fond, ben, tu le vendras facilement quelque part. Parce que pour moi, encore une fois, là, je veux vous encourager à considérer que ça reste une illusion, que l'argent, ça a été créé et que on peut, nous, en tant qu'artistes, juste définir son prix comme nous on veut et se positionner avec ça
Et après, naturellement, c'est pas mettre les gens en stress, il y a des plans de paiement, comme tu disais, mais c'est juste remettre les choses à leur place. C'est que l'art, c'est en premier. Après, le prix, ok, c'est en fonction de nous, mais d'abord, c'est l'art. Et Et effectivement, puis, l'art, et puis c'est important aussi, Maxime, de préciser qu'il faut jamais se comparer aux autres artistes en termes de prix. Parce que tu peux avoir des artistes qui vendent à des prix exorbitants et qui sont pas forcément des artistes reliés au cœur. Bon, après, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est simplement une réalité. Il y a pas que, il y a pas que des gentils hein, dans le milieu de l'art. Il y a aussi des gens qui sont des vrais killers, comme on va dire, et qui en ont rien à cirer de leurs états d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme, pas d'émotion. C'est business, c'est aussi vendre de l'illusion, c'est faire le buzz. Moi, je vois avec Instagram, il y a beaucoup de fake, quoi. Donc, ce qui est important, c'est de rester dans son cœur et de savoir que si c'est juste, de toute façon, l'univers t'enverra toujours l'abondance dont tu as besoin pour vivre. Voilà. Ça, c'est un postulat, moi, que j'ai établi. Je dis, écoutez, là-haut, si vous voulez que je continue, il faut m'envoyer ce dont j'ai besoin pour continuer la route, puisque pour le moment, on est encore dans un monde où on a besoin de monnaie papier pour pouvoir aller acheter mes légumes, mes carottes et mes navets. Mais après, s'il y a du troc, bah, moi, je fais du troc. Tu vois, j'ai un copain qui m'a fait une porte dans mon atelier. Bah, en échange, je lui ai filé un tableau. Puis lui, il m'a fait une magnifique porte et lui, il a eu un tableau, il était content, tu vois. J'ai un magnétiseur qui me soigne, il a un de mes tableaux dans son cabinet et du coup, bah, je peux aller me faire un soin régulièrement et c'est un bon deal parce que lui, il bénéficie de l'énergie du tableau et moi, je me fais soigner, tu vois. Bon, il y a des choses comme ça qui marchent maintenant. C'est à nous de trouver aussi d'autres ressources pour qu'il y ait des échanges. Euh, voilà, des échanges énergétiques qui soient aussi dans le cœur. oui. Voilà. Effectivement, comme tu dis, ce côté win-win, on Mm. peut trouver toujours des solutions et c'est notre force en fait. Parce que là, on passe au-delà même de l'argent, on passe au-delà de tout ça. Et qu'est-ce qui est justement pour toi le win-win qui marche le mieux? C'est-à-dire vraiment où même toi, quand tu fais ce win-win là, tu te sens vraiment bien, quoi. Ben, moi, j'aime bien transmettre déjà, transmettre ce que je ressens, ce que j'ai appris, etc. Passer du temps. Voilà, hier, j'ai passé du temps avec Laure pour lui partager ma manière de travailler. Bon, je trouve ça super parce qu'en fait, c'est gratifiant de donner de son temps. Hmm. J'ai un copain qui vend sa maison et il me dit, écoute, pour remonter le taux vibratoire de ma maison, tu veux bien me prêter un tableau? Bon, bah, ça fait un an que mon tableau est chez lui. Je lui ai pas demandé un rond. Et finalement, au final, il m'a dit, parce que je lui ai dit, bah, si tu peux vendre la maison avec le tableau, ça serait cool. Puis finalement, il me dit que les clients ne veulent pas acheter le tableau, mais que lui, il va l'acheter. Ok, Donc tu vois, c'est win-win parce que moi, je lui ai donné mon tableau, enfin, je ne lui ai pas donné, mais je lui ai prêté, oui. mais sans mettre de pression, de temps, faut que tu me le rendes à telle date. Et finalement, il va me l'acheter. Donc tu vois, c'est gagnant-gagnant quelque part. Parce Hmm, que lui, il hmm. était content que je lui prête pour décorer sa maison, monter le taux vibratoire, et puis finalement, bah, moi, je vais vendre cette toile, comme ça, bah, ça me fera une rentrée d'argent qui ne sera pas négligeable pour que je continue la route, quoi. Ouais. Tu vois. Thomas qui nous dit en n'étant pas connu, c'est effectivement difficile de mettre un prix par rapport aux heures passées. Donc, comment t'y prends-tu pour y mettre un prix? Tu regardes le tableau et tu évalues selon ton ressenti sur ce tableau ou objet? Question. Alors, bah, au départ, moi, j'ai mis un prix. C'était vraiment des petits prix, quoi. Au départ, j'ai commencé au ras des pâquerettes, quoi. 200, 300, 400, 500, selon le format. J'ai essayé d'évaluer selon le format, le temps passé. Puis après, une fois que tu as pris un peu plus d'assurance, bah,
tu vas en vendre 2, 3, 10, voilà, bah, tu vas te rendre compte que ta technique s'améliore, que ton travail s'améliore, parce que ça aussi, il ne faut pas négliger que plus tu travailles, plus la qualité de ton travail s'affine. Hmm. Je veux dire, moi, ma technique, elle s'est énormément améliorée au fil du temps. Parce que je maîtrise, enfin, tu acquiers une certaine maîtrise. Donc, quand tu acquiers une certaine maîtrise, bah, ça a un coût, la maîtrise. Ça a un coût, on va dire. Plus je vais être douée dans la maîtrise, plus je vais maîtriser la technique, plus je vais pouvoir laisser aller la créativité. Au début, tu tâtonnes parce que tu cherches un peu ton médium, tu cherches ton format, tu cherches si tu fais de l'acrylique, de l'huile, si tu utilises des pinceaux, des couteaux, si tu vas peindre des ronds, des carrés, des losanges, etc. Bon, donc, au début, tu vas doucement, quoi, mais qui va piano, va sano. Il vaut mieux Hmm. commencer doucement, en douceur, et puis monter tout doucement. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Puis une fois que tu acquiers une certaine confiance et une certaine maîtrise, bah, tu peux monter un petit peu tes prix. Puis après, si tu as un galériste qui te fait travailler, bah, tu vas calculer entre ce qui va te prendre, ce qui te reste. On va dire si tu en prends la moitié, toi là-dessus, tu as 20% de charge, encore enlever 20%, quoi, il reste même pas un tiers du tableau. Donc il faut que ce soit juste pour toi par rapport au temps que tu as passé. Donc tu vois, c'est des calculs. Ça peut peut-être t'aider à calculer quoi, comment tu fais. Comment tu fais tes prix. Enfin, c'est Benoît qui posait la question, je crois. Thomas. Ah, Thomas. Ouais. Ok, super. On arrive, le temps est passé super vite. C'est Oh, déjà la vache, 21h55. déjà. Ouais. Donc c'était, On si vous pourrait avez parler encore, 2 heures. Hein. On pourrait parler encore 2 heures. c'est ça, en dehors du temps, comme on l'aime en tant qu'artiste. Ouais. Euh, si vous avez bah, effectivement des dernières questions, vous pouvez les partager. Et puis on va parler également bah, de la prochaine vague de cœur, où justement tu vas pouvoir intervenir également Sandrine. Elle sera présente dans cette vague pour partager sa présence, partager ses conseils, que ce soit aux artistes ou aux autres personnes. Donc pour vous dire brièvement, c'est la place du cœur. Là, on parle du cœur en fait. Mm, Ces mm, vagues de cœur, justement, c'est ce qui nous a connectés aussi avec Sandrine quand je lui ai parlé de ça. Elle me dit, mais, ah, mais c'est exactement ça. Et elle faisait à sa façon la syntonisation, ce qu'elle appelait elle la syntonisation, ce qu'elle appelle elle. Moi, c'est ce qui m'a éveillé à l'époque. C'est vraiment ce qui m'a ouvert mon cœur en fait. Et c'est cette pratique de l'harmonisation du cœur qui nous aide, pour moi, qui m'aide chaque jour en tant qu'artiste de rester à ma bonne place, de rester ancré, d'avoir la projection de ma vie, de mon art, de qu'est-ce qui est juste, de mon épée du discernement, ce que j'appelle également mon cœur. Moi, c'est ce qui m'aide à affûter mon épée de discernement, à savoir dire non, dire stop, me positionner. Pour moi, c'est mon cœur qui m'a aidé à faire ça, et ça fait maintenant plus de 10 ans. Et j'ai payé également le prix quand j'ai arrêté ça, quand j'ai arrêté d'honorer ce cœur-là par ma pratique. Donc en fait, on a parlé, je pense, tu as parlé un peu de ce rituel, de cette méditation, mais effectivement, pour moi, c'est aussi vous encourager à, si vous voulez honorer de mieux en mieux votre art, mm. c'est de ancrer un rituel de cœur qui soit inspirant. Et ce rituel, on est d'accord, on est des artistes, on veut pas que ce soit de la routine, on veut pas que ce soit un truc qui soit chiant, mais le but, c'est vraiment que vous puissiez trouver qu'est-ce qui marche pour vous. Et moi, c'est un peu le travail de maintenant plus de 5 ans, on va dire, de ce qui a marché pour moi en tant qu'artiste, et ce que je vois qui marche maintenant très très bien pour tous les participants, c'est de jongler. C'est-à-dire entre le cœur, le matin, de bonheur, le cœur, le corps, et également faire un travail sur le mental. Donc, commencer par le cœur, 30 minutes d'harmonisation du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement tous les matins à 6h30? Ben, je mets l'harmonisation du cœur du jour. On est en groupe, on pratique cette harmonisation du cœur qui est faite pour stimuler ce petit cerveau du cœur. Et moi, c'est après cette découverte, en fait, que je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui m'a vraiment permis de créer la vie que je voulais en tant qu'artiste. Et c'est ça qui m'a fait me casser la gueule aussi après et retomber dans le monde de l'illusion et j'étais perdu dans ma tête. Et c'est vraiment, moi, les travaux de Greg Braden et du Ars Math Institute qui ont prouvé que ce cœur a un petit cerveau de plus de 30 000 neurones. Et ce petit cerveau du cœur, bah, il est, à la différence du mental, 100 000 fois plus fort électriquement
et 5000 fois plus fort magnétiquement. Quand on dit ça comme ça ne nous parle pas parce qu'effectivement, là, on rentre dans l'invisible. On rentre dans les choses qui font que vous créez, que vous devenez magnétique, que ce soit d'une part pour faire propager votre art, mais également pour attirer les bonnes personnes, pour entretenir cette relation avec le créateur également. Pour moi, c'est là. C'est dans le cœur, c'est être ancré dans son cœur énergétique. Et, et quand j'ai vu ça, en fait, pour moi, là, dans une harmonisation du cœur, mon message c'était Max, tu dois. Ta mission maintenant, c'est de partager ça, en fait. De partager ça au plus grand nombre pour que les personnes puissent se connecter et juste le vivre. Parce que c'est un ressenti. Et quand les gens arrivent au stade où le mental lâche, la mission de ces rituels de cœur, c'est de nous aider à garder, ou au début de remettre le cœur en maître. Et le mental en serviteur du cœur. La plupart des artistes bloqués, des artistes en souffrance, on a le mental qui est en maître, et le cœur, il n'est pas en maître, il est en esclave. Et ça, c'est un gros problème. Parce que vous avez peut-être vécu ça, moi je l'ai vécu pendant longtemps également, c'est douloureux d'être le cœur en esclave, enchaîné dans les oppresseurs du mental. Donc ce qu'on veut arriver petit à petit, c'est à mettre en lumière, et ça, malheureusement, ou je dirais même heureusement, personne ne peut le faire pour vous. Cette pratique est simple, mais c'est qu'une question de respirer dans son cœur et de le faire encore et encore pour pouvoir justement remplir sa jarre de lumière et se sentir bien en fait. Et après, on arrive à juste voir, tiens, à mettre en lumière ces schémas limitants que nous-mêmes on a construits et c'est ce qui permet en fait, on va dire, d'avancer, de gagner en résilience tout au long de notre vie quoi. Donc, on travaille là-dessus sur ces le but, on a un call par semaine. Donc là, j'aurai le plaisir et l'honneur d'accueillir Sandrine dans ces calls pour répondre à vos questions. Mais le but, c'est vraiment de vous aider à mettre en place votre rituel de cœur, travailler sur le corps, travailler sur la tête, 30 minutes minimum, vu que l'harmonisation du cœur, elle fait 30 minutes. Et après, c'est trouver, que ce soit une marche, que ce soit du yoga, c'est trouver ce qui marche pour vous, pour pouvoir rapidement, dans les meilleures conditions, je dirais, peut-être pas rapidement, mais dans les meilleures conditions, prendre votre place avec votre cœur et avec votre art. Et ça, c'est un accès en fait à vie. Donc j'ai mis un accès à vie aux vagues de cœur pour que vous puissiez bénéficier de toutes les vagues en fait. Euh, Si vous sentez que vous voulez vous investir à une certaine hauteur, cette vague-là, vous pouvez. Si vous souhaitez vous investir beaucoup plus, c'était le cas d'une autre Laure qui avait fait ça. Elle m'a dit non Mac, je sens que c'est maintenant que je dois le faire. J'ancre cet acte avec mon cœur. Mais elle a suivi, elle a rejoint la vague de cœur que du 5 janvier. Euh, et c'est l'aventure, ce que j'appelle l'aventure au cœur de la vie, où on est tous reliés en fait par cette énergie du cœur, mais ensemble, naturellement, on est plus fort quelque part. Donc, on va vous communiquer. Je ne sais pas si tu as le lien, Sandrine, qui est Euh, pas loin. le lien de... Si, si, tu me l'avais envoyé. Le lien que je t'ai envoyé, mais qui est que toi, tu dois prendre sur la plateforme, je pense. Mais ce qu'on peut faire, c'est soit vu que j'ai les contacts, vous envoyez ce lien juste après, je vous fais un mail avec l'accès au replay, et puis je vous donne le lien. C'est sur ton site, hein. C'est sur le site, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc juste pour vous dire également le prix de l'aventure avec l'accès à vie à toutes les vagues de cœur, il est de 197 euros. Euh, et c'est un programme donc vous avez naturellement, que vous pouvez suivre en boucle. euh, et qu'on vous encourage après à faire ça à votre sauce. Le but, c'est vraiment de mettre en place ce rituel qui vous aide à prendre votre place avec le cœur. Moi, j'ai envie d'ajouter, Maxime, que le cœur est vraiment l'organe le plus puissant qui soit. Tu l'as dit, mais j'insiste là-dessus. C'est un peu notre centrale nucléaire, même si ce mot n'est pas très joli, centrale nucléaire, mais c'est pour donner une image Hmm. puissante quoi, du cœur. Et il y a un écrivain que j'aime bien, c'est un alchimiste qui s'appelle Patrick Burensteinas, qui parle de l'alchimisation de la matière en lumière. Et je pense que l'artiste est un alchimiste de la matière et il transforme ça en lumière. Enfin, c'est en tout cas l'objectif que moi, c'est ça pour moi un artiste. Oui, Voilà, c'est ça et rien d'autre. Donc s'il n'y met pas du cœur, ben, il va se fourvoyer, il va se perdre dans des méandres qui vont à un moment donné
qui peuvent l'emmener très bas. Parce que comme m'a dit aussi une personne que j'aime beaucoup, ne donne pas ton âme au diable, même pour gagner 3 clopinettes. Reste qui tu es. Donc restez qui vous êtes. Hmm. Restez qui vous êtes, quoi qu'il arrive. Restons qui nous sommes. Le Restons qui nous sommes. cœur à Voilà. la bonne place. Et encore une Voilà. fois, je te rejoins entièrement parce qu'on est les alchimistes de l'être. Et, Ouais. et moi, c'est ce qui m'a aidé à, quand vous avez l'énergie du cœur qui active, cet œil du cœur qui est ouvert, ben, il transmute, il vous aide à harmoniser. Moi, j'utilise ce mot harmonisation, mais j'aime ce mot également alchimiste, parce que je m'y retrouve tellement bien en alchimiste de la vie, que vous êtes capable de vous harmoniser. Vous êtes présent et il se passe une alchimie, peu importe les énergies qui viennent. Et le cœur, si vous regardez le cœur justement dans sa... j'aime vraiment cette image du Ars Mas Institute qui prouve que quand vous avez une onde, donc ça peut être une expérience, ça peut être une critique, ça peut être un stress, ça peut être un patron qui vous crie dessus, ce signal qui est en interférence, qui est pas joli, le premier endroit où vous le prenez, c'est en pleine poitrine en fait, c'est là, c'est lui qui reçoit en fait. Et si ce cœur-là n'est pas quelque part pleinement actif ou que vous-même vous en servez pas pour harmoniser, ben c'est là où ces perturbations vont plus loin, que ce soit dans les émotions, où vous touchez et vous mettez bas, parce que comme tu l'as dit également dans le milieu de l'art, il faut s'accrocher. C'est pas tous les jours où c'est pas un monde de bisounours, j'ai envie de dire. Non. Le cœur nous aide à prendre ça et à ne pas se couper de la lumière, à ne pas se couper de l'amour. Quand vous êtes connecté à cette source infinie d'amour, pour moi c'est ça qui est le plus important, c'est d'entretenir cette relation entre cette source d'infini qui fait battre notre cœur, tous ensemble maintenant, de l'énergie libre. On ne paye pas à la fin un certain prix pour combien de fois notre cœur a battu. Notre cœur bat tout seul en ce moment. Et plus on entretient cette relation étroite avec cette énergie libre, plus ben, vous ne vous surprenez pas à jouer 10 heures de la musique sans manger et vous n'avez pas besoin d'énergie. C'est comme une peinture, tu peux, quand tu es vraiment passionné, je suppose, l'heure, en dehors du temps, on n'a pas Alors, besoin de manger. dans mon atelier, il fait plutôt froid. J'ai même mis un poêle à pétrole. Mais quand Ok. je peins, je n'ai pas froid, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. J'oublie tout. Je pense que c'est pareil quand tu fais de la musique, quoi. Quand tu C'est crées, ça, tu oublies tout, quoi. Tu n'as plus besoin de rien. c'est ça. On se nourrit sur notre plan. Et c'est ça notre nourriture, j'ai envie de dire. Notre plus beau rôle, quelque part, c'est de nous souvenir que notre nourriture véritable, c'est celle-ci. C'est celle qui n'a pas de prix. Qu'on appelle le prana, qu'on appelle l'énergie, peu importe. Mais quand on est branché à ça et qu'on peut opérer notre vie depuis cette énergie-là, alors effectivement, la vie, elle est un peu plus simple, je dirais. On a moins de mal à confronter les choses quand on doit les confronter pour respecter la vie. Parce que notre rôle, quelque part également, c'est de prendre soin de cette vie-là qui nous a été confiée. Merci à tous. On vous enverra le lien. J'ai pas reçu ton lien, Sandrine, mais on l'enverra par mail. Je le renvoie juste après. Je sais pas si tu l'as là, sinon je leur partage directement dans les commentaires. Le lien que tu m'as envoyé, attends, parce que je suis un peu bracassée, moi, avec ça. Ces trucs de... Attends. Non, mais vu que c'est tard, je vous l'enverrai par mail demain, tranquillement, pour que vous puissiez. Ah, le lien que tu m'as envoyé par mail. Tu veux que je le... Non, 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 c'est le lien justement qui est sur la plateforme. Mais si tu l'as pas pris maintenant, il faut que je te montre comment faire. Ce Ah, sera plus ok, simple. d'accord. Bon, ok, tu me montreras parce que là, je suis un peu larguée. J'avoue que On fait je, comme ça. je suis un peu fatiguée, là. J'avoue Il y a pas de mais souci. c'était super, en tout cas. J'étais très heureuse de vous partager toute cette expérience, si ça peut aider certaines personnes à vraiment y aller, quoi, et à y croire. Et vraiment, je crois que en plus, le monde a vraiment besoin des artistes pour s'ouvrir à d'autres consciences, pour s'ouvrir à la vie, quoi, tout simplement. Voilà. C'est le moment. C'est le moment, exactement. On n'a jamais eu autant besoin d'amour et c'est un choix qu'on fait tous, à chaque instant. Et c'est qu'une question de choix. Il Mm, suffit juste de le faire et de le prendre. Et on n'est pas tout seul naturellement. mm. Ok? Bon, merci, hein. Merci Sandrine. J'étais honoré justement d'avoir cet échange, qu'on puisse partager en tant qu'artiste. La plupart du temps, pendant trop longtemps, je me suis isolé dans mon coin en tant qu'artiste.
Et ça me fait Mhm. tellement du bien de pouvoir justement que les artistes maintenant, l'alliance se Mais voilà, reforme, l'alliance du créer des cœur. partenariats, exactement, Oui, l'alliance tout du à cœur, fait. créer des partenariats entre vous, c'est la clé en tant qu'artiste pour notre résilience. Et faisons fleurir cette vie de l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, restez inébranlable, bien ancré dans votre cœur. Prenez soin de vous, belle fin de soirée, et puis Soirée à tous. au Merci bien. plaisir. Merci. Au Merci encore revoir. Sandrine, Merci. à plus. Salut tout le monde. Ciao ciao.